La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de l'association culturelle Café Philo d'Haïti, ACCPH, je tiens à dire que c'est un réel plaisir de vous retrouver, de retrouver tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la radio-télévision Caraïbe, particulièrement les fanatiques de ce mouvement qui est Café Philo d'Haïti. Pour moi, Café Philo est un mouvement. C'est un mouvement qui est à la fois artistique, littéraire, philosophique et même scientifique. Pour moi, c'est le plus beau et le plus important mouvement de jeunes qui puisse exister dans le pays. Comme le disaient les Romains, Patria est umbi cum cui bene, on n'est jamais bien ailleurs que dans son pays, que dans sa patrie. Donc, conformément au format de Café Philo, je vous invite à vous mettre debout pour entonner et respecter la dessalinienne. Merci. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos empreintes de terre, du sol soyons maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, le drapeau pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau pour la patrie. À Café Philo, nous respectons les principes de la pédagogie moderne. Si un homme refuse qu'on travaille seulement avec les mots, elle nous oblige à travailler de concert avec les sons, à travailler de concert avec les images. C'est ainsi que nous allons visionner et entendre en même temps une musique de Julio César Barbosa qui s'appelle Asa Siempre el Comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
bajo la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Toujours dans cette perspective d'associer les mots, les sons et les images, nous allons visionner ensemble un petit documentaire, une petite vidéo qui s'appelle l'histoire de l'astronomie. De retour après la projection de ce petit documentaire, très intéressant et assez condensé d'ailleurs, nous avons le plaisir, l'immense plaisir de recevoir à Café Philo ce soir le jeune et brillant scientifique Gaël Jean-Baptiste. Gaël Jean-Baptiste, merci. Gaël Jean-Baptiste est pour moi un génie. C'est un frère cosmique. Il n'est pas le seul non plus d'ailleurs. Je pense à mon ami Nasson dans la salle. Il représente pour moi l'intérêt pour une culture scientifique que je croyais perdu. Ce qui me rappelle le bon vieux temps au collège Roger Anglade où des amis comme Philippe Volmar s'intéressaient au Marvel et voulaient faire des BD. Des amis comme Ardiles David Brignol me prêtaient des sciences et vie. Un professeur de physique comme M. Mérilus et moi, nous passions des heures et des heures à parler d'astrophysique nucléaire, de chimie nucléaire, de physique quantique et de géométrie fractale. Gaël Jean-Baptiste se veut le promoteur en Haïti de la cosmologie. Il est heureux de constater, d'observer que
Beaucoup de jeunes en Haïti se veulent les promoteurs de domaines scientifiques spécifiques. Je pensais à un ami dans la salle où Alex, Pierre et moi, mon colonne, nous voulons les promoteurs de la sociologie et de l'anthropologie, Volmar et du droit des affaires, Rav Jean-Baptiste avec l'initiative de Café Philo qui se veut le promoteur de la philosophie, et finalement mon ami bien-aimé, mon jeune et brillant petit frère cosmique, Gaël Jean-Baptiste, qui se veut être le promoteur de la cosmologie. Il est dit dans la Bible, et je m'en souviens bien, que la première fois que j'ai connu cette phrase, c'était en grec, Makarion esin malon didonai elam baden. Il est plus de joie à donner qu'à recevoir. Sur ce, je vais inviter un Albert Einstein fils, un Stephen Hawking Jr., en l'occurrence Gaël Jean-Baptiste, à prendre la parole pour nous édifier sur un sujet bien précis. Gaël, tu as la parole et je te le rappelle, c'est pour 40 minutes. Merci. Merci l'homme. Bonsoir à tous et à toutes. Albert Einstein, fils, Stephen Hawking Jr. C'est pas du n'importe quoi, d'autant plus que l'un découle de l'autre, dans la mesure où Albert Einstein fut, selon plus d'un, l'un des plus grands scientifiques, des plus grands scientifiques qui ait vécu dans toute l'histoire de l'humanité. Et il a implicitement passé le flambeau à un certain Stephen Hawking, que vous connaissez probablement. Il y a des textes qui sont diffusés sur le net. C'est tout à fait possible de retrouver Stephen Hawking, soit ses livres, soit ses articles, soit ses vidéos, et même ses documentaires. Et donc, Stephen Hawking, c'est un peu difficile d'accepter d'être l'un des deux gars-là. Alors, j'ai proposé, en collaboration avec le staff de Café Philo, une intervention intitulée, comme vous pouvez le voir, « La notion de particules de Dieu en cosmologie ». Eh bien, déjà, il faudrait se poser la question, la première question. Qu'est-ce qu'une particule? Et ensuite, pourquoi la particule de Dieu est terminée par la cosmologie? Eh bien, comme la cosmologie est cette science qui se préoccupe ou qui s'occupe de l'évolution, de l'origine de toutes les choses qui existent dans l'univers, à commencer par un grain de sable, en passant par les atomes dont l'homme est fait, et pour finir jusqu'aux filaments d'étoiles et de galaxies dans l'univers intersidéral, eh bien, la cosmologie est cette science qui nous permet de capter, qui nous permet de comprendre. C'est un tant soit peu faire de l'archéologie scientifique, bon, pas de l'archéologie scientifique, mais plutôt de l'archéologie en laboratoire, c'est-à-dire on fait rencontrer des particules de matière, des brins d'énergie sont diffusés dans des accélérateurs de particules, et là, du coup, on a de nouvelles compréhensions sur l'univers, sur sa nature, sur sa composition et aussi sur nous-mêmes. Mais avant toute chose, je voudrais commencer par dire que, ou bien rappeler que la particule de Dieu en question, le 4 juillet 2012, le Centre européen pour la recherche nucléaire annonçait avoir découvert un nouveau boson de masse de l'ordre 125-126 gigaélectronvolts au multiple du célérité de la vitesse de la lumière, facteur -2. Qu'est-ce que cela pourrait bien veut dire? Eh bien, un nouveau boson. Posons-nous un peu la question. C'est quoi un boson? Un boson, c'est l'un des multiples particules élémentaires qui constituent la matière. Par exemple, ici dans la salle, qu'on pourrait représenter comme une salle vide, si on prenait l'exemple de cette distance qui me sépare de vous, eh bien, vous direz tout simplement qu'il y a un vide. Mais en réalité, il n'y a pas vide, il n'y a aucun vide. Là où l'on croit qu'il y a un vide, eh bien, c'est le siège de toutes sortes d'activités cosmiques, ou si vous voulez, de toutes sortes d'activités mécaniques et même physiques. Par exemple, dans la salle, ici, on a des particules élémentaires comme les quarks. Qu'est-ce que c'est que les quarks?
On y reviendra. Mais pour avancer, je dois dire que le boson mérite un peu qu'on s'y attarde. Pourquoi? Parce que cela renvoie à une perspective chronologique d'une histoire. Et c'est quoi cette histoire? Cette histoire n'est autre que l'histoire de l'univers. En pile monde, toujours constaté, il y a un bagage qui réglait la vie, il y a un bagage qui rythme la vie, qui pas l'autre que temps. Moi-même, personnellement, dans la vie, si un bagage qui est intéressé, après monde, café philo, famille et cinéma, bien entendu, eh bien, c'est temps. Comment un monde qui arrive à saisir temps? Est-ce que le temps peut être saisi dans une perspective physique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire du temps un objet physique dans lequel on pourrait sortir des résolutions, apporter des réponses à certaines questions posées par la science classique ou bien, si vous voulez, par la science du XXe siècle jusqu'à ce qu'on arrive à celle du XXIe siècle. Encore une autre question qu'on aura bien à répondre, mais il nous faut, en tant soit peu, passer à autre chose de plus essentiel, la matière. Si je vous posais à vous dans la salle, ne serait-ce qu'en interaction, qu'est-ce que la matière? Je suis sûr que vous allez me répondre que soit peut-être vous ne savez pas, soit peut-être vous ne voulez pas le dire, soit peut-être la matière est pour vous tout ce qui nous entoure. Oui, la troisième réponse est la bonne. Pourquoi? Parce que la matière, c'est l'élément fondamental de tout ce qui se trouve dans l'univers. Comme je l'ai dit tantôt, les grains de sable sur une plage, les étoiles, le corps humain, la nature humaine, l'humanité en soi est faite de matière. Mais attention, quand on dit matière ici, il faut nous référer à une perspective, je dirais, antique. Parce que pour un certain philosophe grec, Aristote, la matière était quelque chose que l'on pouvait comprendre, que l'on pouvait voir d'une façon insécable. Par exemple, pour lui, l'atome ne pouvait pas être cassé continuellement. C'est-à-dire que quand vous prenez un atome de carbone, par exemple, si vous voulez, ou bien de préférence un atome de fer, eh bien, pour lui, la matière qui constitue cet atome de fer pouvait, dans une perspective d'énergie forte à accélérateur de particules, pouvait être cassée, et ceci à l'infini. Alors que pour Démocrite, c'était une perspective avec laquelle il n'était totalement pas d'accord. Pourquoi? Parce que pour Démocrite, la matière est granuleuse. Mais il a fallu attendre jusqu'au XXe siècle avec l'un des plus grands scientifiques, Albert Einstein, il faut en revenir à lui, pour que soit apportée cette réponse valable à la question de la nature de l'atome. L'atome que l'on croyait insécable, eh bien, se trouve quelque chose que l'on pouvait casser. Et quand on casse l'atome, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve les protons, on trouve les neutrons. Et quand on casse les protons et les neutrons, on va un peu plus dans l'intérieur de la mécanique quantique ici, dont le père est un certain Herbert Heisenberg. Eh bien, on trouve qu'il y a d'autres particules qui étaient jusque-là insoupçonnées par l'homme. Pourquoi? Parce que le rythme auquel nous vivons sur Terre, le rythme chronologique de notre vie. Si nous prenons par exemple, je me mets debout, eh bien, vous devez savoir qu'il y a un temps qui s'écoule moins, au-delà de mes pieds, de mes jambes, jusqu'à ma tête. C'est-à-dire que le temps entre ma posture debout, c'est-à-dire le temps entre mes pieds et ma tête, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la relativité. Mais c'est pour un peu plus tard dans le débat. Revenons un peu à l'atome. Eh bien, quand on a commencé à disséquer, à casser, si vous voulez, quelque chose comme l'atome qui était jusqu'à présent, selon encore la philosophie de Démocrite qui s'opposait à celle d'Aristote, eh bien, on s'est rendu compte que l'atome pouvait être cassé.
Et quand on casse l'atome, on trouve les protons, les neutrons. Et quand on y va un peu plus loin dans la matière, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les quarks. Les quarks, c'est les 6 dernières découvertes des particules élémentaires, comment pourrais-je le dire, les plus connues dans la culture populaire. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont fait preuve d'imagination. Au lieu de donner à ces éléments des noms grecs, ils ont préféré leur donner des noms qui peuvent passer dans la culture populaire. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout homme est appelé d'une façon ou d'une autre à quitter son berceau. Or, la Terre est un berceau, donc il faut qu'il y ait quelque part quelque chose que l'on pourrait appeler de l'expansion. Comprenez ici que je parle tout de même de la relativité générale, mais pas tout à fait. Donc, il y a les quarks et il y en a 6 compositions. Il y a le top, le bottom, le charm, le up, le down. Et la dernière, j'oublie toujours le nom, mais ça va me revenir. Et puis ensuite, on s'est dit, ou bien si vous voulez, les scientifiques se sont dit, notamment les scientifiques des particules, ceux-là qui travaillent au Centre européen pour la recherche nucléaire et précisément au Large Hadron Collider, l'accélérateur de particules le plus performant jusqu'à présent, aux côtés du LIGO qui vient de détecter les ondes gravitationnelles qu'Einstein avait prédit il y a de cela 100 ans, eh bien, ils ont découvert que en dedans des quarks, il y a encore de la matière. Et qu'est-ce que c'est qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé les bosons. Eh bien, les bosons sont les particules qui sont en interaction dans le vide. Ce sont ces particules-là qui nous permettent déjà à nous de comprendre que le vide ne peut pas être quasiment vide. Le vide est rempli de quelque chose de primordial, de quelque chose dont nous-mêmes nous sommes constitués. OK? Et un peu plus tard, on va se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un seul boson. Il y a toutes sortes de bosons. Et avec une prédiction qu'a faite un certain Higgs en compagnie de 2 autres physiciens, Peter Higgs, il est écossais, donc britannique, il a prédit que pour qu'une particule puisse avoir de masse, il aurait fallu qu'il existe dans l'univers, et cette prédiction, il l'avait faite dans les années 1960 environ, 69 plus précisément. Pour qu'une particule ait de masse, il faut qu'il y ait quelque part dans l'univers une particule que l'on pourrait appeler particule de Higgs. Et en interaction avec cette particule-là, eh bien, les autres objets qui passent dans ce qu'on appelle couramment un champ de neige, ok, eh bien, ces particules-là acquièrent une masse. C'est comme si nous t'avons dit, eh bien, nous gagnons Port-au-Prince. Et puis, nous gagnons, mon ami, mon frère, l'homme qui ces particules ça, hypothétiquement, jusqu'à présent, baille tout ça qui vient dans Port-au-Prince en masse. Et puis, un bagage qui est plus intéressant toujours, c'est le fait que l'homme, pas non seulement en particules, pas non seulement en boson, mais il y a quelque chose de fondamental, il y a tout un champ de boson. Eh bien, quel que soit monde, n'importe quel objet, tout ce que vous voulez, qui collé ou bien qui interagit ensemble avec champ de boson, ça, champ de Higgs là précisément, eh bien, il acquiert en masse. C'est-à-dire, les vignes soit légers, soit lourds. Pour que ça me dit soit léger, soit lourd, eh bien, il se trouve que les particules agissant plus lentement avec le champ de Higgs, eh bien, particules ça yo pilou, par exemple, plomb, fer, etc., les métaux lourds en général. Et tandis que particules qui interagissent ensemble avec champ de Higgs de façon supraluminique, eh bien, c'est des particules, par exemple, nous avons retrouvé dans la lumière ça qui béate jusqu'à présent, eh bien, il y aurait les photons, ou bien, si vous voulez, on les appelle aussi les neutrinos, ou bien les neutralutrinos. Ce sont des particules qui interagissent certes avec le champ de Higgs, mais d'où viennent ces particules? Eh bien, selon les théories cosmologiques du modèle standard, soit de la mécanique quantique, soit de la relativité, de la gravitation universelle de préférence, eh bien, on a pu comprendre qu'il s'est passé quelque chose de phénoménal dans le temps. Il s'est passé quelque chose dont tout le monde connaît le mot, le terme.
et le terme n'est autre que Big Bang. Par contre, quand on va aller sous la Terre, on va joindre un monde en contact ensemble avec Moussa, le Big Bang. Et bien, c'est quoi le Big Bang? Le Big Bang, c'est de façon à ne pas frustrer les religieux, la création de toutes choses. Et en même temps, de façon aussi à ne pas frustrer ceux-là qui s'intéressent à la science. Donc, le Big Bang s'est produit il y a un peu plus de 15 milliards d'années. Et avec le Big Bang, pour certains scientifiques, le temps a commencé à exister. Et c'est ainsi que va entrer en scène des hommes comme Galilée, déjà avant Galilée, des hommes comme Aristote, parce que Aristote, on ne doit pas jamais penser ça. Aristote, c'est un pionnier dans la question astronomique, c'est une science qui est plus ancienne sous la Terre, qui existait depuis l'Antiquité, depuis l'homme a commencé à s'intéresser à la première horloge, c'est-à-dire la Terre, pour savoir quand il doit planter, quand il doit récolter. Et il faut dire aussi, d'une certaine façon, que la Terre tournait d'une seule fois par jour. Donc, c'était la première horloge que l'humanité ait connue. Donc, après toute péripétie, les anciens savants, notamment grecs, mais aussi il faut citer les Babyloniens, les Assyriens, ont dû faire face. Eh bien, un certain Albert Einstein va apporter une réponse fondamentale à la question de la matière, à la question de l'univers et aussi de tout, ou bien à la question, pas de tout, à la question de tout ce qui compose l'univers. L'univers est composé d'individus comme vous et moi, ça nous le savons. L'univers aussi est composé d'étoiles et de galaxies. Quand vous regardez le Soleil, ne vous dites pas que c'est une étoile banale, comme le dirait Hawking. C'est une étoile qui a de l'importance, car sans le Soleil, il n'y aurait probablement pas de planète Terre. Et deuxièmement, il n'y aurait probablement pas de vie sur Terre si Terre il y aurait, au cas où il y aurait Terre. Donc, Einstein va faire quelque chose de très, c'est un peu une révolution dans la physique moderne. C'est-à-dire, il va balayer la gravitation newtonienne, la conception qu'on avait de la gravitation newtonienne, il va balayer cette conception pour arriver à nous dire que, eh bien, l'univers, comme le croyait Kepler, comme le croyait Newton, l'espace en soi n'est pas quelque chose que l'on pouvait distinguer du temps. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer de réunir une seule entité cosmologique et même ontologique, si vous voulez, l'espace et le temps, ce qui va donner l'espace-temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ici, je suis en présence de vous. Il y a les trois dimensions du temps que l'on connaît, la hauteur, le haut, le bas, et la profondeur. Et à cela, il va ajouter la dimension temporelle, c'est-à-dire qu'il va lier conjointement le temps et l'espace pour donner cette perspective d'espace-temps pour arriver à expliquer certains mouvements. Parce que quoique Kepler ait révolutionné la science, car il est l'un des rares scientifiques à avoir catégoriquement s'imposé face à la religion sur les doctrines scientifiques et aussi sur les dogmes que véhiculait l'Église à cette époque, Kepler n'a pas totalement réussi à fournir des explications réelles sur le fait, sur le mouvement brownien qu'Einstein va probablement dans les années, qu'Einstein a dans les années 1905 apporté la réponse. Et un peu plus tard, en publiant sa première et fameuse article de la relativité restreinte d'Albert Einstein, bien entendu, Einstein va accéder à quelque chose que l'on pourrait appeler célébrité. Célébrité, pourquoi? Parce que vous devez savoir que dès qu'on a parlé en parole scientifique, en plus le monde, sans que je ne pas frustrer aucun monde, ce n'est pas intention de ça, c'est juste ma propre. En fait, en plus le monde, il y a un problème. Parce que les paroles scientifiques ne sont pas trop habitués ensemble avec les paroles. Nous ne pas trop chercher à comprendre que dans la vie commune, dans le quotidien, eh bien, il y a des réalités qui sont cachées. Il y a des réalités que nous vivons ensemble avec eux, eh bien, nous ne pouvons jamais rendre nous compte de eux. Et c'est dans ce sens-là, un jeune scientifique, physicien, et bureau qui vivait en Suisse à l'époque, eh bien, va révolutionner notre idée sur l'origine de toutes choses et en même temps
hypothétiquement, il va révolutionner notre idée sur la mécanique quantique qui plus tard va conduire à la particule de Dieu d'un certain Peter Higgs. Donc, et quelques années plus tard, Einstein a corrigé, si vous voulez, ces équations en introduisant quelque chose de fondamental dedans. Cette chose, on l'appelle la constante cosmologique. Pourquoi la constante cosmologique? Eh bien, la constante cosmologique, c'est comme vous constatez, alors pas constater, univers là qui s'allie en réalité. Univers là, on prend un exemple très banal, on prend un ballon de baudruche, on blade. Eh bien, on fait une série de petits points ensemble avec un plume, un crayon, sous blade là. Et puis, à un moment donné, vous commencez à mettre vent en dans blade là. Mais, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater qu'à mesure que le ballon s'emplit de vent ou que vous emplissez le ballon de vent, eh bien, les petits points que vous avez mis auparavant, eh bien, vont s'éloigner. Et grosso modo, cela explique que l'univers est en expansion, qu'il y a des galaxies qui s'éloignent de nous, etc., qu'il y a l'effet Doppler. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire en 40 minutes. Il faudrait probablement me réinviter avec aussi de nouvelles organisations pour que le débat puisse avoir lieu correctement. Mais revenons un peu au sujet. Donc, et la particule de Dieu dans tout ça. Sachez que si pour le commencement de toute chose, c'est-à-dire le Big Bang, le temps a commencé pour certains scientifiques, mais pour d'autres, le temps a existé. Ou si vous voulez, le pré-temps a existé avant le Big Bang. Parce que le Big Bang, il a failli ne pas être. Pourquoi? Parce que à un moment donné, l'univers, imaginez-vous la chose, l'univers était incroyablement dense et incroyablement chaud. Si, dans un moment ça, on monte qu'à une possibilité pour qu'il y ait un univers là, déjà, ça tape très impossible. Il a pesé des tonnes et des tonnes, des milliards, des milliards, donc c'est environ exposant 12 milliards de tonnes, il a posé, donc on ne monte pas d'après Kimber. Donc, essayez de concevoir ça, essayez de vous dire d'où vient la matière, d'où vient l'espace, d'où vient le temps, et vous allez finir par comprendre que probablement, avec les équations, Jean Galilée, Tedil et Jean Pile, physiciens, notamment les gars là qui bossent au MIT, Massachusetts Institute of Technologies, aiment à le dire, eh bien, on a l'impression, on le sent aussi que l'univers est réglé. Et s'il n'est pas réglé, toute bagarre est à pécouler. Un exemple très simple, 3 minutes après l'univers là, après Big Bang là, eh bien, l'univers là manqué pas grandi encore. C'est comme si un moment qui font Timon et puis Timon on est poussé premier crayon et puis il est tout fait, il pas capable pousser un deuxième cri, il pas capable chercher sain. On bagaille comme ça qui arrive à un moment donné dans l'univers là et il y a un très beau texte de Steven Weinberg qui c'est un cosmologiste phénoménal aux côtés d'Étienne Klein, aux côtés aussi d'Alan Guth qui lui a proposé une théorie inflationnaire de l'univers. Nous allons venir sur lui très rapidement. Eh bien, qui montrait qu'à un moment donné, pas de gain matière, pas de gain temps, pas de gain espace. Mais qui côté toute bagaille ça aussi. J'aime te dit tout à l'heure, pour certains, eh bien, tout a été prédestiné. Toute bagaille était douée venir. C'est comme s'il y a une force agissante. Une force agissante que scientifiques, notamment les cosmologistes, les astronomes et les astrophysiciens, qualifient de gravité, ou si vous voulez, la gravitation. Mais d'autre part que la religion, sans que mes parents viennent entrer dans le débat, sous la religion, qualifiée de Dieu. Et c'est à ce moment que va surgir ou que va apparaître la particule de Dieu, c'est-à-dire le boson de Higgs. Le boson de Higgs, pas de cap apparaître parce que s'il n'y avait pas l'apparition de boson de Higgs, pas de matière, pas de masse, donc pas de existence, pas même besoin de dire de l'humanité, pas même les 3 premières minutes de l'univers. Et une réflexion qui est tellement importante dans la mesure où il permet de nous comprendre que il est probable que nous vivions sans nous pas rendre nous compte d'une série de phénomènes qui ont passé dans l'univers là, mais pourtant comment ils sont importants dans la vie nous. Un exemple très simple, les atomes, les quelques atomes qui logent en dans étoile, c'est même quelques atomes ça qui logent en dans quoi nous.
admettons, ou bien supposons à un moment donné, que l'étoile ça va pas de prendre naissance avant ou bien après 3 premières minutes univers là. Mais qui ça qui a passé? L'humanité pas existé, pas même une extinction des dinosaures pour monter un peu plus loin. Et je fais appel ensemble avec un film que un peu le monde banalisé, même les regarde les films, notamment les films de science-fiction, toujours en réalité cachée. Par exemple, quand vous regardez l'un des derniers films d'un certain Luc Besson, vous allez constater que il fait quelque part de l'archéologie. Il fait quelque part de l'archéologie, mais en même temps, vous allez vous dire que est-ce que c'est pas paléontologie que tu as fait là? Et puis au final, on va prendre compte que c'est totalement dans perspective d'évolution. Dans perspective d'évolution, pas aller de l'avant, mais aller de l'arrière. Parce que pour parler des particules, pour parler de l'univers, pour parler de tout ce qui existe, à commencer même par parler, eh bien, un barrage qui est fondamental qui t'a existé, qui passait à un moment donné, c'est un bang, et puis, pas en explosion, c'est un bang, et puis tout barrage créé, ou une particule qui est créée, tu vas avoir, après environ 380 milliards d'années, millions, pardon, excusez-moi, vous allez avoir le visage de Dieu. Pour qui ça dit visage de Dieu? Ça, c'est une question de rejoindre des amis posés. Et la science, depuis, depuis que le monde est monde, parce que on blague, généralement, attendez sur ça, tout fait plaisir, tout, paradis ça. Mais la science a toujours été, depuis l'aube des grandes questions scientifiques religieuses, en conflit avec la religion. À un moment donné, et son anecdote, tellement toujours aimé rappeler parce que les grands sens cachés d'elle. À un moment donné, il se trouve qu'un certain physicien, super, génie, etc., t'as font conférence pour les jésuites au Vatican. Il s'appelle Stephen Hawking. Et puis à un moment donné, pape Jean-Paul II, et d'époque, qui a passé dans les parages, il le voit et il lui dit est-ce que tu peux venir dans mon bureau? Eh bien, monsieur qui s'est handicapé, monsieur prend petit comment encore fauteuil roulant lit, eh bien, il va trouver le pape Jean-Paul II. Et qu'est-ce que le pape lui dit? Il faut savoir aussi, et à cette époque, il y a une plus grosse découverte qui était faite et que scientifique jusqu'à présent tu as fait face ensemble avec elle. Ça s'appelle le mur de Planck. Son l'autre gros détail encore pour t'expliquer. Mais le mur de Planck se trouve banalement en mécanique quantique qui ça le dit, il dit que eh bien jusqu'à présent pas aucun monde qui a ça va passer des murs parce que mi a mesuré en temps et mi a gagné en temps pour lui-même même. Tout ça on monde kawé de Big Bang là eh bien les kawé des images qui viennent de 380 000 ans pas plus. Là, elle va comprendre pour qui ça y a eu les interactions fortes, les interactions faibles, pour qui ça, à un moment donné, gravitation va venir une importance capitale ça, dans des dimensions, alors que sous terre, il y a des dimensions pas gain. Pour revenir à Hawking et au pape, pape l'a dit Hawking comme ça, mon cher bon me bagaille. Concernant les deux plans là, moi-même qui ça me pensait, mais qui ça me quoi sous lui. Quand ça passé, tout ça qui est après mieux de plaques là, c'est-à-dire 380 000 ans, le visage de Dieu, etc., la théorie inflationnaire, la relativité générale, et même jusqu'à la mécanique quantique pour arriver à l'humanité, eh bien, mettre Kembe ça pour la science. Mais tout ça qui est avant mieux de plaques là, quand ça passé, la religion a Kembe ça. Qui ça dit quelque part? Cette anecdote m'interpelle dans la mesure où tu as l'impression de ma stature de jeune passionné de cosmologie, tu as l'impression que bon vérité cachée là, il va dire. C'est un peu comme si tu lisais un roman de Dan Brown, par exemple Da Vinci Code ou Angers Démon. Il ne te dit pas tout, mais il pas tout sans rien. Ils ont bagaille quand même. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que effectivement, il se pourrait que en fonction des lois de la gravitation de l'univers là a autocréé pour qu'on lit. Et il a toujours continué à faire ça. Donc, il a toujours continué à produire des matières. Il a continué toujours à produire tant. Mais qui tant, personne ne va connaître. Parce que, pour qui ça, selon, je me dit tout à l'heure, le temps a probablement existé sous forme d'information avant le Big Bang. Et c'est là que la chose devient intéressante parce que
les mathématiques telles que nous les connaissons, les mathématiques appliquées ont de l'importance, croyez-moi si vous voulez, et par contre, c'est une fait expérience, hein, les mathématiques ont de l'importance réelle que les confrontés à des situations que même chiffres pas qu'à expliquer. Par exemple, très simple, en mathématiques, en équation pas qu'à expliquer fonctionnement en trou noir. Un trou noir, c'est une espèce de puits, pas grand rien qui traverse, il ne pas tomber là-dedans. Par exemple, lumière qui fait 300 000 km par seconde, qui c'est vitesse qui est plus rapide dans l'univers là. Des lumières à passer, trou noir la boîte, quel que soit ça qui passe. D'ailleurs, il y a un thème trouvé très intéressant qui s'appelle l'horizon des événements. Dépendant de l'horizon des événements dans le trou noir, tout ce qui a recueilli ces informations. Et science-fiction, même si les physiciens des particules le disent aussi, tout noir probablement conduit vers d'autres univers, vers d'autres, des choses que l'on appelle les multivers, etc. Donc vers d'autres Big Bang potentiels. Mais les deux plus grandes théories de la fin du XXe siècle ne nous disent pas tout sur ce qu'est réellement la nature des choses qui nous entourent. Mais elles apportent un tant soit peu des éléments de réponse. Des éléments de réponse comme par exemple une particule est cette chose qui est en interaction dans le vide et qui nous permet d'avoir l'air, qui nous permet d'avoir les téléphones portables, qui nous permet de communiquer déjà entre nous et qui nous permet même d'exister parce que tout comme nous, tout ça qui environne nous, il est composé de particules. Dieu, très rapidement, pourquoi la particule de Dieu, pourquoi l'avoir nommé ainsi? Eh bien, lors d'une découverte ou bien d'une aventure scientifique qui a été menée et cosmologiquement par un certain George Smoot, qui fut d'ailleurs le père de cette aventure, c'est-à-dire un satellite qu'on a lancé, un satellite que la NASA, la National Aeronautic Space Administration, a lancé eh bien, dans les années 1900. Eh bien, ce satellite-là a cartographié quelque chose qui était présent dans les équations de plusieurs scientifiques, notamment d'un certain Alexander Friedman, et de beaucoup d'autres, mais notamment, et ça va vous surprendre, d'un prêtre catholique que l'on appelle Georges Lemaître. Georges Lemaître est le père du Big Bang. Georges Lemaître est le père de toute l'humanité. Qui nous voulait croire, qui nous pas voulu croire. Mais il y a un bail qui est intéressant toujours, c'est que l'humanité a été découverte avant Georges Lemaître et en la personne de Galilée. C'est Galilée qui inventa l'univers. Dans son livre, Étienne Klein disait que de l'origine de l'idée de l'univers à l'idée de l'origine de l'univers. Et Galilée créa l'univers. C'est une phrase qui se pose comme étant quelque chose de primordial dans la mesure où, quand vous faites, et il est impensable que vous ne faisiez de cosmologie, d'astronomie en soi, sans observation. La chose, ou bien l'une des choses les plus importantes dans ce domaine, c'est l'observation. Ensuite, vous pouvez faire des prédictions. Vous pouvez écrire des tonnes et des tonnes de théories, mais ce sont les observations qui peuvent apporter de réelles réponses sur ce que sont les choses effectivement. Et donc, je crois que j'ai épuisé tout mon temps de parole. J'espère que je ne me trompe pas. Et aussi, j'aimerais très rapidement dire que, eh bien, il se trouve que une intervention comme telle est très difficile à faire. Pourquoi elle est très difficile? Parce que on ne peut pas parler de cosmologie avec, ne soyez pas fâchés, vraiment ne soyez pas fâchés, avec des gens qui vont chercher la petite bête. Pourquoi? Parce que dans la cosmologie, tout ce qui les intéresse, que ce soit les scientifiques, que ce soit les États-Unis qui s'intéressent au E.T., aux phénomènes extraterrestres, que ce soit la pop culture, la génération geek, que ce soit la culture populaire, c'est cette sensation de se sentir seul et en même temps de se sentir regardé. Merci. Vous l'avez sûrement remarqué, Gaël s'inscrit dans une dynamique de faire passer la culture savante à la culture populaire. C'est dans cette dynamique qu'il s'inscrit.
Et je tiens à rappeler, moi il ne l'a pas dit, ça m'est venu à l'esprit par peu hasard que 1916-2016, ça fait 100 ans. 100 ans que Albert Einstein a publié un article révolutionnaire dans une revue qui s'appelait Annales der Physik sur sa théorie de la relativité. Et justement, donc, dans le monde entier, les scientifiques sont en train de se concerter, de se réunir pour célébrer l'événement. Heureusement que de notre côté, nous avons Gaël avec nous, qui vient d'une certaine manière de fêter l'événement en nous parlant de la notion de particules de Dieu en cosmologie. Donc, l'exposé rapidement composait 3 parties. Donc, il a parlé de particules de Dieu et de cosmologie. Ce que c'est la cosmologie, c'est-à-dire l'archéologie en laboratoire, la découverte du boson en 2012, ce que c'est qu'un boson, l'existence du vide, puisque l'espace est rempli de quartz, le temps, il a un questionnement sur une réflexion sur le temps, la matière et une définition de tout ce qui nous entoure. Il a parlé de la conception d'Aristote selon laquelle la matière serait insécable de atomes, mais on ne peut pas diviser. La Continue. de Démocrite, la décomposition de la matière, proton, neutron, la composition du quartz, la déposition du quartz en boson, particules de Higgs. Il a fait des considérations sur les photons, l'origine de l'univers, de la Terre et de la vie. En un mot, c'est le Big Bang il y a 15 milliards d'années, l'importance d'Aristote, l'arrivée d'Einstein, l'importance du Soleil. Einstein en opposition avec la constitution newtonienne et Albert Einstein, ses travaux révolutionnaires, le contexte historique du boson de Higgs et tous ses impacts. Ça fait beaucoup de choses à consommer en très peu de temps, d'où je vous propose une pause, et ce sera une pause musicale avec Reach for the Star de William, et nous allons revenir après la pause pour discuter amplement de toutes ces considérations et de toutes ces connaissances. Merci. 2 tours après la pause musicale, nous allons passer à la série des questions. Rapidement, sans perdre de temps, je vais appeler Georges Mi, Jean-Baptiste, Junior Joseph, Fel, Vladimir Eli, Ismaël de Kerbe à tour de rôle pour poser leurs questions. Merci. Bonsoir tout le monde et bonsoir Gaël, c'est un plaisir. Et bon, nous connaissons même si nous demandons pour nous. Bref, nous espace n'a discuté de un sujet aussi intéressant. Et je remarque avant de poser question maintenant. Vous parlez de notion de particules de Dieu en cosmologie. Au final, après la présentation, je ne comprends rien. Je ne comprends pas est-ce que vous voulez montrer que conception monde qui croit que c'est bon Dieu qui crée l'univers, est-ce que vous avez un mixage entre Dieu et l'univers ou bien scientifiques sont d'accord que au-delà de toute théorie scientifique qui explique l'univers, gon bagay qui les dieux qui rentrent là-dedans. Je ne comprends pas. D'ailleurs, expliquer. La question, c'est que l'on a fini, on parlait de Friedman qui c'est inventeur ou créateur de l'univers, qui est en constante évolution, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on dit l'homme qui, par exemple, a plus que 2000 ans d'existence, qui prochaine étape là? 2000. Par exemple, moi-même, qui prochaine étape là? Parce que depuis 2000 ans, chacun montre mon monde, son monde que moi. Mon tête, il y a 2 oreilles, il y a 2 yeux. Évolution l'homme, ça me dit après 2000 ans, qui prochaine étape? Merci. Bonsoir. Et je remercie le panéliste. Bon, question pour m'en un petit genre. On va aller pour me faire sous sortir et ceci sur Samli parce que m'intéresse avec Albert Einstein soi-disant. Et question ça m'a bien posé Albert Einstein mais malheureusement il mourit. Mais comme moi avec ma soeur Albert Einstein fils et c'est non et ça l'homme dit et ça modérateur a dit et c'est prêter attention surtout pour cette question ça. Selon Hawking, un accélérateur qui atteint 100 milliards de gigaélectronvolts serait plus grand que la Terre et ne sera probablement pas financé dans le climat économique actuel. La Terre se trouve dans le système solaire, lui-même situé dans un des bras de notre galaxie, à une distance importante de son centre autour duquel elle est en rotation. Il en est de même pour les repères galactiques pris comme source de référence
à partir desquels il est observé à des époques différentes le glissement vers le rouge de la lumière perçue. Dès lors que nous sommes en rotation de façon indépendante des sources lumineuses prises comme référence, comment fait-on pour en éliminer les effets qui peuvent être eux-mêmes la cause de leurs éloignements relativement accélérés? Merci. Oui, n'a pas ça troisième monde non, Fel. Je salue rapidement tout le monde et notamment Gaël pour son intervention. Et alors, moi j'ai une question qui va un peu très vite. Est-ce qu'on peut dire que le futur existe, Gaël, dans la mesure où on est toujours dans un présent? Ce qu'on appelle demain doit être nécessairement un autre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le futur existe puisque votre intervention se base notamment sur le temps? Merci. Rectifier, c'est Ismaël de qui habitait parler. Qu'on y en là, c'est Fel de la NDC. Bonsoir. Comme on a parlé de temps, on parle d'Albert Einstein, il y a une question que je me posée. Est-ce qu'un mètre vaut toujours un mètre? Dans n'importe quel endroit. Est-ce qu'un mètre vaut toujours un mètre? Est-ce une heure vaut toujours une heure? Est-ce un gramme vaut toujours un gramme? Bonsoir, Café Philo, et bonsoir, intervenant avec le modérateur là. Et je ne sais pas si c'est par rapport à tant d'intervention, mais par rapport avec l'intervention, on est dans la chaîne 2, et ou pas arriver combler, et ça me fait attendre de sortir des interventions. Et ensuite, ça m'a passé sous lui, je trouvais que c'est qui j'aime carrément son erreur. Le trou noir, qui sort le trou noir là. Et ensuite, sur on parle de vide, vous dites le vide, c'est le siège social des activités atomiques, c'est ça? Et si nous ne pas le vide, qui ça nous carrément? Et si on l'autre non nous cabali, c'est qui ça? Merci. Donc, on va commencer avec la dernière question. Et le vide, comment nous carrer le vide là autrement? Eh bien, l'espace, aussi simple que cela. Pas aucune autre explication. Tout ça qui constitue en distance, moi-même ensemble avec, qui permet moi-même ensemble avec, qu'à camper, qu'à chita, qu'à dormir, qu'à faire toutes les choses de la vie, c'est à la fois, entre parenthèses, vide et espace. Et c'est vide, c'est espace ça ou comblé, ou bien soulevé, c'est vide ça ou comblé, ensemble avec caméra, vidéo, projecteur, moon, et si tu as essayé de supprimer tout, en commençant par on fourmi pour prendre un moon, prendre Empire State Building, prendre radio-télévision Caraïbes pour arriver jusqu'à toute galaxie, et bien on va prendre en compte que pas grand vide effectivement, il y a un bail qui est l'espace qui était ou à la fois il y a raison et en même temps tout à la fois il y a tort. Pour qui ça? Parce que le vide sont déformations, t'as qu'à dire linguistique, dans la mesure où le vide pas vide en réalité. Il oui effectivement, on a tout profité de ça, il y a en quantité de particules qui est en fluctuation. Ou bien non vide ça siège central une plus belle science qui est sous la terre. Bon et là je m'a fait qui est les mécaniques quantiques. Mécanique quantique là permet de comprendre que l'eau tombe sous terre, si on va qu'il faut pas effondrer en dedans terre, c'est parce que sol là amorti chute et puis il repousse monter. Et à cet exemple, car invito à regarder un très 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 bel film, à défaut de ta gain temps pour lire un livre, un très bel film qui c'est Mr. Nobody ensemble avec un certain Jared Leto, acteur oscarisé. Et puis trou noir, j'ai défini ce que c'est qu'un trou noir. Un trou noir, c'est un objet dans l'univers là qui était prédit par plusieurs théories, notamment théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Qui ça trou noir là? Trou noir là, c'est une structure qui fait que tout ça qui passe alentour de lui-même, il boit et yo. OK? Si par exemple, moi j'ai plume ça dans même, moi décide de m'avouer l'entour noir, chose impossible, eh bien la bois et plume là. Ça qu'a prêté de plume là, ce sont des informations mathématiques. Et ces informations mathématiques ça on peut étudier. Mais pour moi étudier, il faut gagner un satellite qui a envoyé message ou bien information mathématique ça au ban moins. Or, chose impossible, on peut pas se rapprocher d'un trou noir. Et je prends un exemple puis on me dit comme ça tout ça qui a passé bon puis on petit monde en casserole, en canne, en bourrette, la tomber en dedans, mais c'est exactement ça trou noir là. Oui, science-fiction dit que les mène à d'autres univers jusqu'à présent
scientifiquement, ce n'est pas encore prouvé. Mais Stephen Hawking, si je ne devais parler que de lui, il n'arrête pas de clamer que les trous noirs sont des portes vers d'autres univers. Mais à côté de trous noirs, là, il y a un autre truc qui est tout aussi intéressant. Et je me rappelle lors de mon intervention à l'émission Délivrez-vous animée par Angelo Nea, on a parlé un peu des trous de verre. Eh bien, à côté de trous noirs là, il y a un trou de verre. Trou de verre là, c'est en façon pour contracter le tissu spatio-temporel. C'est-à-dire, il y a une géodésique existante dans cette feuille de papier. La géodésique, c'est le point A et le point B. C'est quoi la géodésique? En réalité, la géodésique, c'est la plus courte ou la plus longue distance existant entre ces deux points. Eh bien, si moi j'ai besoin d'aller de A à B et que je vais faire tout le trajet, je vais faire un trajet qui est très très facile. Je vais couper espace-temps et puis je vais arriver dans B très rapidement. Et c'est ça qui est un trou noir. C'est des thèmes qui sont compliqués pour expliquer scientifiquement, mais en même temps, leur essayer de ramener à la culture populaire. Et mon ami l'homme le disait tout à l'heure, il y a un pile d'importance parce que, aussi étrange que cela puisse paraître, une seule équation, tout le monde sur la Terre, mais pratiquement tout le monde sur la Terre, tend de parler de Lucas, même j'ai un format graffiti, c'est E égale MC2. La relativité générale et restreinte d'Einstein. Et puis, il y a, est-ce que le gramme, les heures, les mètres existent? Oui et non. Il y a un temps qui réglementait la vie, l'homme sous terre. Dans ça, nous mesurons ensemble avec horloge. Et d'une manière officielle, de dire déjà, première horloge, l'homme commence, bon, pas l'homme, la première horloge, ça a été prouvé scientifiquement, commencer à tourner sur elle-même, et c'est la Terre. Et un peu plus tard, en voulant comprendre son environnement, en voulant dompter son espace, eh bien, l'homme va inventer toute une série d'instruments de mesure qui, un peu plus tard, pour venir des précisions pour qu'elle dise comment on mesurer le temps, mais jusqu'à présent, tout, pas jamais qu'elle dit qui s'attend. En pile philosophe, en pile scientifique, essayer de dire qui s'attend, mais on va arriver à dire qui s'attend. Donc, gramme, heure, seconde, tout ce que vous voulez, il y a des importances, ne serait-ce que de manière relative par rapport à nous-mêmes et par rapport aux grandes dimensions spatio-temporelles qui existent dans l'univers. Et ensuite, le futur existe-t-il? Tu sais, Ismaël, il y a un célèbre, vraiment célèbre astrophysicien américain, il s'appelle Michio Kaku. Il a fait un texte qui s'appelle Physics of Minds. Et quelques années plus tard, il a fait un autre texte qui s'appelle La physique de demain. Et dans la physique de demain, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que tout en abordant une théorie qui a été élaborée par un autre scientifique, un autre chercheur, et en la personne de Brian Greene, eh bien, il reprend la théorie de Brian Greene pour montrer que ce que nous considérons généralement dans notre vie quotidienne comme étant le passé, le présent et le futur, eh bien, peuvent ne pas être ça. Pourquoi? Parce que en raison de certaines lois qui gouvernent l'univers, en raison de certaines équations qui ont jusqu'ici prédit que l'homme devait aller sur la Lune et qu'il y est allé, eh bien, on ne peut pas dire effectivement qu'il y a un passé, qu'il y a un présent et un futur. Tout ce qu'on sait, en réalité, on sait que le temps passe. Ce n'est pas nous qui passons dans le temps. On sait que le temps passe. Le temps n'est pas quelque chose d'immuable. Le temps passe et quand on soumet le temps à la trajectoire spatiale, eh bien, vous avez l'espace-temps, ça peut vibrer, ça peut onduler et ça peut même se déplacer vers d'autres dimensions. Donc, du coup, les accélérateurs de particules. Il y a un plus gros accélérateur de particules qui est dans le monde, là, il est situé à Genève, mais plus précisément à 100 mètres et en dessous, frontière franco-suisse. Et là, il y a un siège Centre européen pour la recherche nucléaire, le CERN, et ensuite, il y a le LHC. Très rapidement, si tu permets, le LHC, c'est, s'il n'a pas parlé de technologie, on est en 2016, c'est plus gros structure qui mobilisait toute connaissance scientifique qui est gagnée dans le monde là pour réaliser une simple idée. Faire une série de particules entrer en contact et puis pour voir qui ça gagne en dedans.
qui ça a montré. L'on prend un photon ou accéléré à contre-courant d'un neutron dans un accélérateur de 27 km, et bien qui ça va le baou, à un moment donné, Ralph, si tu peux dire aux gens là qui parlent, je les écoute. Je les entends. C'est dérangeant. Et donc, du coup, leur accéléré particulier à un moment donné, ou atteindre pratiquement ce qui n'est pas difficile, mais en même temps tout très impossible, ou atteindre pratiquement en vitesse en dessous de 50, 60, 70% vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, et bien, leur accéléré ou frapper ensemble beau à un moment donné, et bien, il va le bas où, il faut comprendre que dans matière, là, toujours une continuité de particules, toujours une continuité de bosons. Et je me rappelle, j'en discutais une fois avec notre ami commun Philippe Volma Junior. Eh bien, vous avez l'impression à chaque fois, CERN relancé et LHCA, eh bien, il y a une particule qui montre que l'IC apparaît. Mais c'est avec un pile degré de certitude pour qui ça, parce que en fonction de la théorie d'incertitude d'Heisenberg, eh bien, ou pas qu'à calculer présence exacte en particule sous pas qu'on est moment cinétique. Le principe d'incertitude d'Heisenberg. Justement, ou pas qu'à calculer présence sous pas qu'on moment cinétique. Donc, ou qu'à seulement à théoriser qui côté le cas paraît. Et puis s'il paraît, heureusement, on peut arriver à détecter ça. Est-ce qu'il y a un contrôle? Ah non, c'est pas ça. Ah oui, décalage spectral vers le rouge. Junior, je crois que ta question était ça. Le décalage spectral vers le rouge, Ralph, c'est vraiment insupportable. Le décalage spectral vers le rouge, Junior, n'est autre chose que le fait que les galaxies s'éloignent de nous. Par exemple, en Talia, on dit on blade ou gonfle, eh bien, à un moment donné, tout point va éloigner. Pour qui ça? L'homme est doté de deux yeux. Bon, jusqu'à présent, c'est ça. On dit que même mon calipélon, on dit nous avons plusieurs G. Bah, aucun problème ensemble avec ça. Je suis bien intéressé qu'on ait moi-même et dans la logique connaissance en mieux, avec un peu d'humilité, bien entendu. Eh bien, si nous avons des G qui assez large, même genre G extraterrestre qu'on voit dans le film, nous avons plus de 2 mètres auparavant. Nous avons permettre de nous détecter, tout comme Superman, un super-héros qui est fantastique, qui réellement a initié tout le monde qui est intéressé avec ça, à la science. Nous avons un ensemble de particules, entre parenthèses, flocons de neige qui existaient tout autour de nous-mêmes. Et c'est avec même G ça autour, nous avons rendu compte que nous avons au-delà de lumière, de longueur d'onde, nous habitués. Par exemple, nous habitués lumière ça, nous habitués lumière soleil là. Mais il y a des lumières que nous pas habitués. Et aussi étrange que cela puisse paraître, il y a des lumières invisibles. Les lumières invisibles, on peut les capter via poste de télévision, via radio. Et c'est ça qui permet l'humanité à avancer ensemble avec les technologies de l'information. OK? Et puis, il y a quelque chose encore de plus intéressant, c'est que même ça, nous pas qu'à ensemble avec nous. Clairement, il y a nous des indices sur comment pour nous joindre. Par exemple, si vous êtes devant votre téléviseur, vous changez de poste, vous zappez, comme disent les Français, et puis, à un moment donné, en fréquence qui est mal logée, ou bien qui est située entre deux fréquences, donc il y a intermédiaire, ou après, ils font une espèce de neige sous télévision. Mais en réalité, ce n'est pas neige liée, ce sont particules exotiques liées. Il y aurait les lignes neutrinos. Et l'image, ça va capter, en plus, le monde pas intéressé ensemble avec là, l'image, ça lit vieux, de même date ensemble avec l'univers là. Son image qui sortit directement dans la naissance de l'univers là. Et particules, ça aussi étrange que cela puisse paraître aussi, il y aura les plus rapides que photons. Or, photons sont particules de lumière. Or, lumière là, lui-même en soi, il voyage 300 000 km par seconde. Donc, c'est un peu tout ça qui a poussé un chercheur et astronome comme Edwin Hubble à non seulement établir une distance entre notre galaxie et la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, mais aussi, je vais terminer, et aussi de comprendre que les autres galaxies existantes dans l'univers que l'on considère comme étant des nébuleuses planétaires, eh bien, en réalité, ces galaxies-là, elles s'éloignent de nous et elles s'éloignent de manière si vite que tout ce que l'on peut voir, c'est une lumière rouge. À l'instar d'une machine qui a venu Bokoto, elle a venu autant de sons klaxonnant fort.
et puis coule pralé, vous entendez, mais ça son décalage, justement, ça son décalage spectral vers le rouge. Ou même joindre dans speaker, dans mixeur, dans tout train quotidien qui a un rapport ensemble avec onde ou joindre décalage ça. Dernière question. La dernière question, la notion de particule de Dieu, c'est quoi au fait la particule de Dieu? La particule de Dieu, eh bien, j'attendais que vous me fassiez cette question. Parce que son question, un peu le monde de refuser répondre ensemble avec elle. Pour qui ça? Parce que peut-être elle renvoie trop à la religion. Mais pas tant que ça. En réalité, c'est la science, c'est la presse. La presse a décidé, et à contre-courant du découvreur en la personne de Peter Higgs, eh bien, la science a décidé d'appeler la particule de Dieu. Pour qui ça? Parce qu'il a fait environ 25 ans à chercher particule là. Et il y a un premier monde qui parlait de particules ça en Haïti, officiellement, de façon très officielle, c'est Madame Lucie Kamel-Paul-Austin dans son livre précis de biophysique moléculaire. Il parlait de lui, dans tout premier page, il parlait de lui, il relatait. Ok, il a traqué lui depuis 25 ans et puis en 2012, il a joint avec une précision de 99,9 milliards, 99 millions, 99 combien, près pourcentage de la vitesse de la lumière et donc son particule qui est énigmatique autant que il y aurait les là, mais en réalité, son nom scientifique, c'est le boson de Higgs, tout comme la Lune ne s'appelle pas la Lune s'appelle Terre 1. Et la réflexion de Friedman dans tout ça, la réflexion de Friedman se trouve logée entre celle d'Einstein et celle de pas Georges Lemaître, mais aussi dans un autre lieu, elle se trouve logée dans une perspective qu'a fait promouvoir un certain Georges Gamow et que plus tard on va découvrir avec la théorie inflationnaire qu'un certain physicien Alan Guth du Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, eh bien, va apporter des informations jusqu'à montrer à l'humanité que effectivement l'univers a un visage et ce visage, on a décidé banalement de l'appeler le visage de Dieu. Donc nous avons d'une part le visage de Dieu et d'autre part nous avons la particule de Dieu. Peut-être dans un futur assez lointain, nous aurons Dieu en soi. Merci. On applaudit plus fort Gaël pour cet effort extraordinaire. Donc on va terminer rapidement. Je tiens à vous rappeler qu'à partir de la cosmologie, on vient de réfléchir sur l'univers en soi. Et dans un champ de 100 parsecs, un parsec c'est une unité astronomique qui est égale à 3,263 années-lumière. Et une année-lumière, c'est 9,461 multiplié par 10 exposant 15 mètres. On a découvert qu'il y a 300 milliards de galaxies. Et chaque galaxie est égale à est composée de 200 à 400 milliards de soleils ou d'étoiles, si vous voulez. Donc, c'est sur cet grand ensemble que nous venons de réfléchir. Et au-delà de cet ensemble, nous ne savons pas ce qu'il y a justement. Donc, je vous encourage à continuer, comme est en train de le faire Gaël, à développer chez nous ces cultures scientifiques. Et j'espère que ce n'est pas ni la première ni la dernière fois que nous allons avoir Gaël avec nous. Sur ce, on se dit au revoir et on va prendre rendez-vous mardi prochain pour un café philo encore plus chaud. Merci. Continuez à marcher, les jours la calève, les soleils já monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire.